Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Bell Talk. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Driss Nthissi, chef du groupe parlementaire du Parti Mouvement Populaire à la Chambre des représentants, pour discuter de la situation actuelle du parti, un parti historique au Maroc, et de son rôle sur la scène politique marocaine. Bienvenue M. Nthissi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Madame Sima, et à travers vous, à Belle Presse et aux auditeurs de m'avoir donné l'occasion de parler d'un certain nombre de questions, on va dire, d'actualité à l'entrée parlementaire. Et voilà, je suis à vous. Bienvenue. Alors, en tant que parti influent de l'opposition, quelle est votre évaluation de la situation sociale et politique actuelle au Maroc? En fait, aujourd'hui, l'évaluation se fait à travers tout le monde. C'est une situation, on va dire, économiquement parlant, presque critique. C'est pas l'opposition seulement qui le dit, c'est la réalité des choses. Donc la cherté de la vie, le chômage qui grimpe à une vitesse vertigineuse. Nous sommes déjà à 14% en général, mais nous sommes à 20% de chômeurs au niveau de la région de l'Oriental et au niveau des régions du Sud. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de difficultés sur le plan social. Euh, vous suivez de près l'évolution des relations de gouvernement et les avocats, les médecins, les infirmiers, les étudiants médecine, pharmacie, etc. Donc il y a pas mal de conflits. La situation actuelle entre le ministère de l'Enseignement supérieur et avec les étudiants des facultés de médecine a atteint la porte fermée et face à un mur, un voile en béton, on n'arrive pas à avancer. Et ça fait 10 mois que ça dure, donc on perd pratiquement l'année. Je pense que face à toutes ces situations, euh, on peut dire que il y a une crise. Cette crise est censée trouver sa solution auprès de monsieur le chef de gouvernement qui est censé arbitrer, par exemple, au niveau des étudiants en médecine, l'article de 57 de la loi cadre est très clair. Il parle de création d'une commission nationale présidée par monsieur le chef de gouvernement et qui est censée débattre et trouver les solutions. Elle ne s'est jamais réunie. Nous avons proposé tout au début de trouver un moyen de créer une commission entre c'est cette loi 7, le, le secrétariat général du gouvernement et la présidence du Conseil supérieur de l'éducation. Ça ne s'est pas fait. Donc, il y a des questions brûlantes qui nous attendent, la sécheresse, la question des citoyens qui ont perdu leur logement lors du dernier tremblement de terre, les inondations. Heureusement que Sa Majesté a donné ses hautes directives pour faire face tout de suite, indemniser, aider et reconstruire et revoir les infrastructures de base. Mais donc tout ça doit trouver réponse et il faut de l'anticipation. Ce que nous reprochons aujourd'hui en tant qu'opposition, c'est ce défaut d'anticipation qui pose vraiment problème. Alors, on constate une certaine absence des partis politiques en période de crise. Comment expliquez-vous cela?
Je ne sais pas, je ne sais pas s'il s'agit d'absence, parce que par exemple, on nous a reproché d'être absent à Fnidq. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à Fnidq, L'immigration. en tant que parti politique, en tant que parlementaire? On ne peut rien faire. En fait, il s'agit de plusieurs centaines de jeunes qui ont manifesté leur droit au travail. La vérité est là. Euh, je ne vois pas d'autre explication. Ils, euh, ils savent qu'ils ne peuvent pas traverser la frontière. C'est très clair. Mais en fait, donc, ils apportent leur message très fort. Nous, on dit, et c'est notre devoir, il y a des solutions, on essaie de les apporter. L'absence totale en dehors du ministère de l'Intérieur qui était là pour jouer son rôle de sécurité. Bien sûr, nous sommes contre tout, tout, tout usage de force et de. Mais en fait, en même temps, il faut trouver la solution parce qu'on ne peut pas laisser nos frontières comme ça traverser de manière ou d'une autre par ces jeunes ou par d'autres. Donc, nous estimons que le gouvernement jusqu'à présent ne s'est pas exprimé de façon très claire. Personnellement, j'ai demandé au niveau du Parlement il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire le lendemain de la question. Donc, j'ai posé la question en disant, j'ai demandé et j'ai exigé la présence du porte-parole du gouvernement, ministre chargé des relations auprès du Parlement. On avait une occasion, la commission d'éducation, on débattait un projet de loi concernant le cinéma et les centres cinématographiques marocains. Tout au début, il y a un point d'ordre en disant, écoutez, nous on exige à ce que le ministre en question soit présent également avec nous pour nous donner une explication à tout ce qui se passe. Il n'a pas répondu présent. Après, on a vu le jeudi quelques phrases par-ci, par-là, mais dans le fond, on n'a pas eu de réponse. Maintenant, on sait que nos jeunes, ceux qui sont âgés de, on va dire, 15 ans à 24 à peu près, à 24 ans, sont censés être dans des écoles. Ils n'ont pas eu la chance de continuer leur étude pour diverses raisons. D'abord le préscolaire qui n'existait pas du tout. Lorsqu'ils ont commencé leur étude primaire, leur scolarité primaire, avec des enfants parfois qui ont fait le préscolaire 2 ou 3 ans. Donc il y avait une différence et donc aucune égalité de chance. L'absentéisme, l'analphabétisme des parents, etc. Puis on trouve un phénomène de la femme rurale. La femme rurale qui se marie très tôt, qui enfante et qui n'a pas fait de grandes études et qui fait partie de ces NEETs. Et évidemment, se retrouve face à quelques 4 millions et quelque chose. Ceux qui parlent d'1,7 million racontent n'importe quoi. C'est 10-12% des citoyens marocains qui sont en situation de précarité. Voilà donc évaluer le programme gouvernemental pose problème. Le gouvernement s'est engagé à travers 10 points à ramener la précarité d'1 million, en fait baisser la précarité d'1 million de citoyens, à réaliser 1 million d'emplois nets, et j'en passe. Rien de tout ça ne s'est fait. Voilà, donc je pense que ce n'est pas des palabres d'opposants, de politiciens, ce n'est pas pour faire mal au gouvernement, mais je pense qu'il y a un réel problème, il y a un réel souci auquel il faut faire face très vite, d'autant plus que nous avons comme j'ai dit, tremblements de terre, inondations. En fait, il y a beaucoup de chantiers ouverts et qui sont énormes et qui nécessitent forcément d'arrêter des priorités et de marcher avec beaucoup d'anticipation.
D'accord. Alors, on passe à la situation actuelle du parti Mouvement populaire. Est-ce que le parti traverse une crise interne et quels changements, selon vous, devraient être entrepris pour que le parti se réaffirme sur des bases démocratiques avant les élections? Écoutez, moi je vous dirais d'abord qu'il n'y a pas de crise, parce que Ok. honnêtement, ceux qui parlent de crise forment une petite poignée de personnes, mais on va dire mécontentes pour diverses raisons, notamment euh, ceux qui n'ont pas pu accéder au bureau politique ou à la présidence du Conseil national. C'est un phénomène très clair qu'on trouve dans tous les partis le lendemain des formations et des congrès. Donc voilà, il n'y a pas un vrai réel problème au niveau des militants. Ils sont tous là, ils répondent présents à tous les rassemblements, si bien du Conseil national que dans les diverses associations, femmes, jeunes, médecins, ingénieurs, avocats, enseignants, et j'en passe. Donc ils sont là, le parti s'organise. Il y a une nouvelle approche depuis l'avènement de Si Ouzine. Cette approche table sur un dialogue, prendre le temps de réfléchir, de prendre des décisions. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler très sérieusement sur le pôle médiatique et communication. Nous sommes en train de réformer le journal papier El Haraka et nous mettons en marche sous une nouvelle version le H-Press et El Haraka en tant que journal électronique arabe et français. Là, on lance cette question également. Il y a une forte réflexion pour reprendre l'activité qui était déjà auparavant importante. C'est Agra Mazir qui éditait un journal électronique et papier, pardon, et qui avait beaucoup servi. Aujourd'hui, on veut ouvrir un dialogue à travers les, les réseaux sociaux. L'idée est très simple. Nous espérons que tous les partisans et même en dehors des partisans soient correspondants des journaux. En fait, la formule est très simple. On reçoit déjà au niveau du groupe, nous avons un WhatsApp qui reçoit les doléances de toutes les questions au niveau local, pont, route, crevasses, etc., électricité, j'en passe, et on transmet au gouvernement sous forme de notes ou de questions écrites. En fait, les questions orales ne doivent pas avoir ou concerner tout ce qui est local et régional, ça concerne le national. Donc nous voulons faire la même chose au niveau des journaux et faire parler de toutes les questions d'actualité dans les villes et villages d'Ouar, lointains. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Donc, à travers nos journaux électroniques, on veut transmettre le maximum d'informations. Et le plus important, c'est de jouer ce rôle un peu à l'instar de ce que vous faites en tant que journaliste. On reçoit l'information, on la traite, on la transmet à qui de droit, personne responsable, et on reçoit la réponse que nous transmettons aux citoyens. D'accord. Alors, dites-nous quelles sont selon vous les priorités que le gouvernement devrait adopter pour répondre aux attentes de la société civile dans les années à venir. Plus de communication, plus de proximité. Je pense qu'il faut faire un filtre également pour voir
Je vous donnerai un exemple, l'enseignement préscolaire. Le préscolaire souffre d'un mal terrible. Il y avait 1600 associations qui s'occupaient, qui substituaient au travail du ministère de l'Éducation nationale. Nous, on pense qu'il y a une bonne partie de ces associations qui ne jouent pas leur rôle. Et à juste titre, Sibin Moussa a déjà remercié, je crois, 500 associations, un peu plus, d'après ce qu'il a annoncé. Et nous pensons qu'il y a encore d'autres. Bien sûr qu'il y a des associations très grandes, très fortes, très sérieuses et qui font un excellent travail, aussi bien dans la société civile que le travail fourni par l'État dans le cadre de ses fonctions. Et, et je pense que la société civile a un très grand rôle à jouer parce que, pourquoi en fait d'abord? Parce que faire véhiculer un message de paix rassurant, c'est pas donné à tout le monde. Et si on construit des relations sérieuses entre gouvernement et société civile à travers des personnes solvables, on peut éviter tout ce qui est fake news, tout ce qui est mauvaise information et malheureusement qui se propage très vite de nos jours. Donc de ce côté-ci, il y a un travail, il ne faut pas nier, c'est pas parce que nous sommes à l'opposition qu'on va dire qu'il n'y a rien. Sauf que cette approche est plus financière. On donne de l'argent et on dit, on comptabilise. Vous allez vérifier d'ailleurs sur aussi bien les programmes politiques des dernières élections qu'au niveau du programme gouvernemental. On parle plus d'argent que d'autres choses. Donc on a promis aux uns 2500 dirhams par mois, les autres 500, les autres 1000. Mais en fait, ils ont perdu leur cartable en cours de route. En fait, leurs enfants ont perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Où c'est qu'ils vont trouver l'argent pour aller acheter le cartable et ce qu'il y a dedans? Ils n'ont pas les moyens. Donc, je crois qu'il faut réfléchir mûrement avant de prendre des décisions. Et la société civile a un grand rôle à jouer. Moi, je vois par exemple l'expérience française en matière d'économie solidaire et sociale. Honnêtement, c'est l'État. C'est un pays où il y a plus d'associations que de sociétés, je crois, de commercial, de droit commercial. Alors, cette société joue son rôle dans différents créneaux et dans différents secteurs. Il n'y a pas de mal à ce que les dirigeants d'une association, dans certains cas, touchent même des salaires. Bon, ceci dit, les lois ont défini les montants plafonds des salaires, etc. Et je crois qu'au Maroc, on peut également, d'ailleurs l'ESS peut faire beaucoup au Maroc. Et il faut transférer ces expériences. À titre d'exemple, concernant les jeunes citoyens qui ont essayé d'aller vers FNIDQ, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de l'emploi et ils cherchent à attirer l'attention du gouvernement. Et c'est qui ces jeunes? Ce sont les NEETs. Ce sont des jeunes qui n'ont pas eu la chance de terminer leurs études, de les continuer pour plusieurs raisons. Je prends un exemple qui est très important, qui est très porteur. En France, il y a depuis 1981 les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, et il y a les réseaux également, les REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Ce sont des zones où la société civile va jouer un très grand rôle. Ce sont les diverses associations qui organisent les écoles de seconde chance. Donc, ils donnent la possibilité aux jeunes qui n'ont pas pu
sur leurs études après 2 3 ans, de revenir aux classes et donc de faire leur parcours normalement. À un moment donné, s'ils veulent même réintégrer l'école normale, publique, ils peuvent. Mais en fait, nous les orientons vers la formation professionnelle. Laissez-moi, madame, vous dire que le problème est que nos jeunes qui vont faire de la formation professionnelle, même s'ils y vont, le problème est qu'à la fin de leur parcours, à l'obtention du diplôme, ils vont s'inscrire de nouveau dans les diverses facultés pour aller encore faire des études, obtenir une licence, voire un master ou un doctorat. Pourquoi? En attendant de trouver un emploi, ils essayent de survivre. Je dis bien survivre avec leur bourse, mais ils essayent également de passer tous les concours, tous les examens, etc. Donc, la société civile a permis dans le modèle français dont je vous parle, d'éliminer les zones d'éducation prioritaire et de les transformer en réseau, ce qui a permis à la société civile d'intervenir. Voilà. Donc il y a des modèles, il faut faire du benchmarking, il faut aller chercher les modèles et il faut encourager la petite et très petite entreprise. Il faut les encourager, les aider et leur donner les moyens. Alors, au Maroc, c'est le contraire qui s'est produit il y a 3 ans. Les petites entreprises, personnes physiques ou morales, ceux qui gagnaient jusqu'à 300 000 dirhams, payaient 10% d'impôts. On les a augmentés à 20%. Pourquoi? On ne comprend même pas. Et ceux qui gagnent ou gagnaient jusqu'à 10 millions de dirhams, 1 million d'euros, 1 million de dollars, etc. 10 millions, c'est 10 millions d'euros. Eux, on les a ramenés à 20% au lieu de 30% d'impôts. Alors, on ne peut pas parler d'État social et prendre les riches et baisser leur impôt de 30 à 20%. À ce moment-là, ceux qui gagnent 400 millions de dirhams, donc 40 milliards de centimes ou 40 millions d'euros, de dollars, eux, ils vont saucissonner leur entreprise en 4 et du coup, au lieu de payer 40% d'impôts parce qu'elles sont très grandes entreprises, vont se retrouver à payer 20%. Voilà, donc on pénalise. Je ne sais pas par quel vent est-ce qu'on a trouvé cette fabuleuse idée, mais on l'a faite. On nous parle des assises de la fiscalité, etc. Mais d'accord, nous sommes d'accord pour les assises de la fiscalité, en fait, qui remontent déjà à loin. Mais nous ne sommes pas d'accord pour pénaliser la petite entreprise. Vous savez, madame, les grandes entreprises ne créent pas beaucoup d'emplois parce qu'ils ont les machines, leur travail est mécanisé. Les petites et très petites entreprises créent beaucoup d'emplois parce qu'elles ne sont pas mécanisées, elles n'ont pas de machines, c'est du travail généralement qui est fait manuellement. Ce qui nous importe et nous intéresse, évidemment, ce sont les deux. Nous sommes très très fiers de voir notre industrie aéronautique, automobile, etc. Mais on veut être également fiers de notre très petite entreprise. Si vous prenez le cas d'Italie, vous savez, le nombre de petites entreprises est extraordinaire. Le nombre de taux employés employeurs sont extraordinaires. Aujourd'hui, on a créé l'auto-entrepreneuriat et on les a imposé 1% sur le chiffre d'affaires, ce qui est déjà beaucoup parce que si vous convertissez le 1% sur le chiffre d'affaires, il équivaut à 10-12% du bénéfice. Et qu'est-ce qu'on a dit l'année dernière? Ils ont dit ceux qui ont un client et qui réalisent plus de 80 000 dirhams de chiffre d'affaires
passe de 1% à 30%. Vous avez déjà vu, vous réalisez quelqu'un qui est auto-entrepreneur, vous, moi, n'importe qui devient entrepreneur, auto-entrepreneur, qui achète une caméra, qui va faire du travail, qui a un client et qui doit passer de 1 à 30%. C'est une aberration. Si vous prenez d'autres pays, ils ont trouvé solution. Les auto-entrepreneurs sont censés avoir plus qu'un client pour ne pas transformer l'auto-entrepreneuriat en salarié déguisé. Mais en aucun cas, on augmente un impôt de 1 à 30%. Alors, juste pour finir, quelle autre initiative ou réforme envisagez-vous pour renforcer la démocratie et améliorer la situation sociale au Maroc? Écoutez, il y a plusieurs actions. D'abord, il y a les actions dont je viens de vous parler. Il faut à tout prix, en parallèle à la loi cadre d'investissement qui a concerné les grandes entreprises censées investir 50 millions de dirhams et plus, et à qui on octroie des aides qui vont jusqu'à 30%. Maintenant, vous allez dans un espace lointain, du moins loin, pardon, pas lointain, et vous payez, c'est-à-dire vous recevez 30% d'aide. À Rabat, c'est plus ou moins 13, Salé, c'est plus ou moins 15, etc. Aujourd'hui, nous, on propose de faire très vite et de passer une loi tout de suite qui va donner les mêmes encouragements aux entreprises qui vont investir 3 millions de dirhams et plus. Alors, à nous trois, qu'est-ce qu'on doit faire pour créer une entreprise? On va considérer qu'elle nécessite 3 millions de dirhams. 3 millions de dirhams, l'apport personnel, on va mettre 330 000 dirhams chacun. Ça dépend de la répartition. Ça fait 1 million de dirhams. Le deuxième million de dirhams, c'est l'aide de l'État. Et le troisième million de dirhams, c'est le crédit bancaire à taux bonifié. Voilà. Et le tour est joué. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On ne comprend pas. Franchement, nous, si on avait la décision, on aurait tout de suite mis en œuvre cette question qui va faire tourner malheureusement. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Les petites entreprises et très petites, depuis qu'on a parlé de 20% d'impôts, donc celui qui payait 30 000 dirhams d'impôts, maintenant, il paye le double. Il y a ceux qui ferment, qui vont travailler au noir. Les auto-entrepreneurs, ils ont rendu leur carte et annulé leur activité, ils continuent à travailler au noir. Donc on n'arrange pas les choses, au contraire, il ne faut pas les rendre compliquées. Elles sont suffisamment et assez compliquées comme ça. Alors c'est la fin de notre épisode. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Monsieur Driss Nthiessi? Écoutez, moi je pense qu'il faut faire très vite, il faut agir très vite parce qu'il y a des citoyens qui ne peuvent pas supporter le froid. Nous vivons dans des villes qui ont un climat déjà clément, il y a la clim, il y a le chauffage, et j'en passe. Il faut tout faire pour créer de l'emploi, il faut revoir la cherté de la vie, et pour ce faire, il faut commencer par revoir les prix des carburants. Je n'ai rien contre ces Arnouch, il ne faut pas penser que ça le touche personnellement. On paye trop d'impôts sur les carburants. Il faut réviser ces impôts à la baisse pour rendre accessibles tous ces produits nécessaires, carburant, fuel, etc. Et ça va se répercuter certainement sur les prix de vente des fruits et légumes. Aujourd'hui, on augmente le gaz, mais on sait très bien que les agriculteurs utilisent beaucoup de gaz. Et je dirais qu'il faut revoir également le coût de l'intervention des marchés de gros dans les villes. On les taxe à 7%, c'est énorme. Donc imaginez qu'on baisse à 1%. C'est vrai que les collectivités locales ne vont pas faire les 6 points, donc ne vont pas faire cette marge, parce qu'ils aillent la chercher ailleurs.
pour ne pas pénaliser les citoyens qui n'ont déjà pas les moyens. Voilà, donc c'est une des mesures qu'on peut mettre en œuvre et qui ne nécessite pas de grandes lois. Par contre, si vous voulez, en contrepartie des 6 points que vont faire en moins en recettes. Et déjà, il n'y a pas que ça, il y a les abattoirs, la taxe d'abattage, il faut l'annuler, sinon il y a de l'abattage clandestin. Et ça augmente également les charges. En contrepartie, il faut aller faire le recouvrement, faire les recensements des terrains non bâtis, etc. Il y a beaucoup d'impôts sur lesquels les villes et les communes en général peuvent se rattraper. Je crois qu'il faut faire un effort exceptionnel durant ces 2 années, c'est-à-dire avant les prochaines élections, pour que le citoyen reprenne confiance aux politiques, à leur rôle. Parce que là, la vérité est que les citoyens ont perdu confiance. La preuve, les partiels de Rabat, c'est la capitale. Il n'y a eu que 6%, 6,5% de participation. Honnêtement, c'est trop faible. Ça ne marche pas. Voilà. Alors merci Monsieur Sinthiessi, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci à Monsieur Sinthiessi pour cet échange enrichissant. Nous espérons que cela a éclairé nos auditeurs sur le parti Mouvement Populaire et son rôle dans la scène politique marocaine. Je suis Nassima Kab et j'ai été ravie de vous accompagner tout au long de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt.